Au bonheur des dames de Émile Zola, 1883. Chapitre 1. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarquée avec ses deux frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Elle tenait par la main Pépé, et Jean la suivait, tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus, au milieu du vaste Paris, le nez levé sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière, dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Mais, comme elle débouchait enfin sur la place Gaillon, la jeune fille s'arrêta net de surprise. « Oh !» dit-elle. « Regarde un peu, Jean !» Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses 20 ans, l'air pauvre, portait un léger paquet, tandis que, de l'autre côté, le petit frère, âgé de 5 ans, se pendait à son bras, et que, derrière son épaule, le grand frère, dont les 16 ans superbes florissaient, était debout, les mains ballantes. « Ah, bien !» reprit-elle après un silence. « En voilà un magasin !» C'était, à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en notes vives, dans la douce et pâle journée d'octobre. 8 heures sonnaient à Saint-Roch. Il n'y avait sur les trottoirs que le Paris matinal, les employés filant à leur bureau et les ménagères courant les boutiques. Devant la porte, 2 commis, montés sur une échelle double, finissaient de pendre des lainages, tandis que, dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commis, agenouillé et dos tourné, plissait délicatement une pièce de soie bleue. Le magasin, vide encore de clientes, et où le personnel arrivait à peine, bourdonnait à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. « Fichtre !» dit Jean. « Ça enfonce Valogne. Le tien n'était pas si beau. » Denise hocha la tête. Elle avait passé 2 ans là-bas, chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés de la ville. Et ce magasin, rencontré brusquement, cette maison énorme pour elle, lui gonflait le cœur, la retenait, émue, intéressée, oublieuse du reste. Dans le pan coupé donnant sur la place Gaillon, la haute porte, toute en glace, montait jusqu'à l'entresol, au milieu d'une complication d'ornements chargés de dorures. 2 figures allégoriques, 2 femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne. Au bonheur des dames. Puis les vitrines s'enfonçaient, longeaient la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, outre la maison d'angle, 4 autres maisons, 2 à gauche, 2 à droite, achetées et aménagées récemment. C'était un développement qui lui semblait sans fin, dans la fuite de la perspective, avec les étalages du rez-de-chaussée et les glaces sans teint de l'entresol, derrière lesquelles on voyait toute la vie intérieure des comptoirs. En haut, une demoiselle, habillée de soie, taillait un crayon, pendant que, près d'elle, 2 autres dépliaient des manteaux de velours. « Au bonheur des dames !» lut Jean avec son rire tendre de bel adolescent qui avait eu déjà une histoire de femme à Valogne. « Hein, c'est gentil, c'est ça qui doit faire courir le monde !» Mais Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir même, un éboulement de marchandises à bon marché, la tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. Cela partait de haut, des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviotes, molletons, tombaient de l'entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient coupés par les pancartes blanches des étiquettes.
À côté, encadrant le seuil, pendaient également des lanières de fourrure. Des bandes étroites pour garniture de robes, la cendre fine des dos de petits gris, la neige pure des ventres de cygne, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre. Puis, en bas, dans des casiers, sur des tables, au milieu d'un empilement de coupons, débordaient des articles de bonneterie vendus pour rien, gants et fichus de laine, tricotés, capelines, gilets, tout un étalage divers, aux couleurs bariolées, chinées, rayées, avec des taches saignantes de rouge. Denise vit une tartanelle à 45 centimes, des bandes de vison d'Amérique à 1 franc et des mitaines à 5 sous. C'était un déballage géant de foire. Le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. L'oncle Baudu était oublié. Pépé lui-même, qui ne lâchait pas la main de sa sœur, ouvrait des yeux énormes. Une voiture les força tous trois à quitter le milieu de la place. Et, machinalement, ils prirent la rue Neuve-Saint-Augustin. Ils suivirent les vitrines, s'arrêtant de nouveau devant chaque étalage. D'abord, ils furent séduits par un arrangement compliqué. En haut, des parapluies, posés obliquement, semblaient mettre un toit de cabane rustique. Dessous, des bas de soie, pendus à des tringles, montraient des profils arrondis de mollets, les uns semés de bouquets de roses, les autres de toutes nuances, les noirs à jour, les rouges à coins brodés, les chairs dont le grain satiné avait la douceur d'une peau de blonde. Enfin, sur le drap de l'étagère, des gants étaient jetés symétriquement, avec leurs doigts allongés, leurs paumes étroites de vierges byzantines, cette grâce raidie et comme adolescente des chiffons de femmes qui n'ont pas été portés. Mais la dernière vitrine surtout les retint. Une exposition de soie, de satin et de velours y épanouissait dans une gamme souple et vibrante les tons les plus délicats des fleurs. Au sommet, les velours d'un noir profond, d'un blanc de lait caillé. Plus bas, les satins, les roses, les bleus, aux cassures vives, se décolorant en pâleur d'une tendresse infinie. Plus bas encore, les soies, toute l'écharpe de l'arc-en-ciel, des pièces retroussées en coque, plissées comme autour d'une taille qui se cambre, devenue vivante sous les doigts savants des commis. Et, entre chaque motif, entre chaque phrase colorée de l'étalage, courait un accompagnement discret, un léger cordon bouillonné de foulard crème. C'était là, aux deux bouts, que se trouvaient, en piles colossales, les deux soies dont la maison avait la propriété exclusive, le Paris-Bonheur et le cuir d'or, des articles exceptionnels qui allaient révolutionner le commerce des nouveautés. « Oh, cette faille à 5 francs 60 !» murmura Denise, étonnée devant le Paris-Bonheur. Jean commençait à s'ennuyer. Il arrêta un passant. « La rue de la Michaudière, monsieur. » Quand on la lui eut indiquée, la première à droite, tous trois revinrent sur leurs pas, en tournant autour du magasin. Mais, comme elle entrait dans la rue, Denise fut reprise par une vitrine, où étaient exposées des confections pour dames. Chez Cornaille, à Valognes, elle était spécialement chargée des confections. Et jamais elle n'avait vu cela. Une admiration la clouait sur le trottoir. Au fond, une grande écharpe en dentelle de Bruges, d'un prix considérable, élargissait un voile d'autel, deux ailes déployées d'une blancheur rousse. Des volants de points d'Alençon se trouvaient jetés en guirlandes. Puis, c'était, à pleine main, un ruissellement de toutes les dentelles, les malines, les valenciennes, les applications de Bruxelles, les points de Venise, comme une tombée de neige. À droite et à gauche, des pièces de drap dressaient des colonnes sombres, qui reculaient encore ce lointain de tabernacle.
et les confections étaient là, dans cette chapelle élevée au culte des grâces de la femme. Occupant le centre, un article hors ligne, un manteau de velours avec des garnitures de renard argenté. D'un côté, une rotonde de soie, doublée de petits gris. De l'autre, un paletot de drap bordé de plumes de coq. Enfin, des sorties de bal, en cachemire blanc, en matelassé blanc, garnis de cygnes ou de chenilles. Il y en avait pour tous les caprices, depuis les sorties de bal à 29 francs jusqu'au manteau de velours affiché 1800 francs. La gorge ronde des mannequins gonflait l'étoffe, les hanches fortes exagéraient la finesse de la taille. La tête absente était remplacée par une grande étiquette piquée avec une épingle dans le molleton rouge du col. Tandis que les glaces, aux deux côtés de la vitrine, par un jeu calculé, les reflétaient et les multipliaient sans fin, peuplaient la rue de ces belles femmes à vendre et qui portaient des prix en gros chiffres à la place des têtes. « Elles sont fameuses » murmura Jean, qui ne trouva rien d'autre pour dire son émotion. Du coup, il était lui-même redevenu immobile, la bouche ouverte. Tout ce luxe de la femme le rendait rose de plaisir. Il avait la beauté d'une fille, une beauté qu'il semblait avoir volée à sa sœur. La peau éclatante, les cheveux roux et frisés, les lèvres et les yeux mouillés de tendresse. Près de lui, dans son étonnement, Denise paraissait plus mince encore, avec son visage long à la bouche trop grande, son teint fatigué déjà sous sa chevelure pâle. Et Pépé, également blond, d'un blond d'enfance, se serrait davantage contre elle, comme pris d'un besoin inquiet de caresses, troublé et ravi par les belles dames de la vitrine. Ils étaient si singuliers et si charmants, sur le pavé, ces trois blonds vêtus pauvrement de noir, cette fille triste entre ce joli enfant et ce garçon superbe, que les passants se retournaient avec des sourires. Depuis un instant, un gros homme à cheveux blancs et à grande face jaune, debout sur le seuil d'une boutique, de l'autre côté de la rue, les regardait. Il était là, le sang aux yeux, la bouche contractée, mis hors de lui par les étalages du bonheur des dames. Lorsque la vue de la jeune fille et de ses frères avait achevé de l'exaspérer. Que faisaient-ils, ces trois nigauds, abâillés ainsi devant des parades de charlatans? « Et l'oncle » fit remarquer brusquement Denise, comme éveillée en sursaut. « Nous sommes rue de la Michaudière, » dit Jean. « Il doit loger par ici. » Ils levèrent la tête, se retournèrent. Alors, juste devant eux, au-dessus du gros homme, ils aperçurent une enseigne verte, dont les lettres jaunes déteignaient sous la pluie. Aux vieilles Elbeuf, draps et flanelles, Baudu, successeur de Hochecorne. La maison, enduite d'un ancien badigeon rouillé, toute plate au milieu des grands hôtels Louis XIV qui l'avoisinaient, n'avait que 3 fenêtres de façade. Et ces fenêtres, carrées, sans persiennes, étaient simplement garnies d'une rampe de fer, 2 barres en croix. Mais dans cette nudité, ce qui frappa surtout Denise, dont les yeux restaient pleins des clairs étalages du bonheur des dames, ce fut la boutique du rez-de-chaussée, écrasée de plafond, surmontée d'un entresol très bas, aux baies de prison en demi-lune. Une boiserie, de la couleur de l'enseigne, d'un verre-bouteille que le temps avait nuancé d'ocre et de bitume, ménageait à droite et à gauche 2 vitrines profondes, noires, poussiéreuses, où l'on distinguait vaguement des pièces d'étoffe entassées. La porte, ouverte, semblait donner sur les ténèbres humides d'une cave. « C'est là, » reprit Jean. « Eh bien, il faut entrer, » déclara Denise. « Allons, viens, Pépé. »
Tous trois pourtant se troublaient, saisis de timidité. Lorsque leur père était mort, emporté par la même fièvre qui avait pris leur mère, un mois auparavant, l'oncle Baudu, dans l'émotion de ce double deuil, avait bien écrit à sa nièce qu'il y aurait toujours chez lui une place pour elle, le jour où elle voudrait tenter la fortune à Paris. Mais cette lettre remontait déjà à près d'une année, et la jeune fille se repentait maintenant d'avoir ainsi quitté Valognes, en un coup de tête, sans avertir son oncle. Celui-ci ne les connaissait point, n'ayant plus remis les pieds là-bas depuis qu'il en était parti tout jeune, pour entrer comme petit commis chez le drapier Hochecorne, dont il avait fini par épouser la fille. « Monsieur Baudu ?» demanda Denise, en se décidant enfin à s'adresser au gros homme, qui les regardait toujours, surpris de leurs allures. « C'est moi, » répondit-il. Alors Denise rougit fortement et balbutia. « Ah, tant mieux. Je suis Denise, et voici Jean, et voici Pépé. Vous voyez, nous sommes venus, mon oncle. » Baudu parut frappé de stupéfaction. Ses gros yeux rouges vacillaient dans sa face jaune, ses paroles lentes s'embarrassaient. Il était évidemment à 1000 lieues de cette famille qui lui tombait sur les épaules. « Comment ? Vous voilà ?» répéta-t-il à plusieurs reprises. « Mais vous étiez à Valognes. Pourquoi n'êtes-vous pas à Valognes ?» De sa voix douce, un peu tremblante, elle dut lui donner des explications. Après la mort de leur père, qui avait mangé jusqu'au dernier sou dans sa teinturerie, elle était restée la mère des 2 enfants. Ce qu'elle gagnait chez Cornaille ne suffisait point à les nourrir tous les 3. Jean travaillait bien chez un ébéniste, un réparateur de meubles anciens, mais il ne touchait pas un sou. Pourtant, il prenait goût aux vieilleries, il taillait des figures dans du bois. Même, un jour, ayant découvert un morceau d'ivoire, il s'était amusé à faire une tête qu'un monsieur de passage avait vue. Et justement, c'était ce monsieur qui les avait décidés à quitter Valognes, en trouvant à Paris une place pour Jean chez un ivoirier. « Vous comprenez, mon oncle, Jean entrera dès demain en apprentissage chez son nouveau patron. On ne me demande pas d'argent, il sera logé et nourri. Alors, j'ai pensé que Pépé et moi, nous nous tirerions toujours d'affaire. Nous ne pouvons pas être plus malheureux qu'à Valognes. » Ce qu'elle taisait, c'était l'escapade amoureuse de Jean, des lettres écrites à une fillette noble de la ville, des baisers échangés par-dessus un mur, tout un scandale qu'il avait déterminé au départ. Et elle accompagnait surtout son frère à Paris pour veiller sur lui, prise de terreur maternelle devant ce grand enfant si beau et si gai que toutes les femmes adoraient. L'oncle Baudu ne pouvait se remettre. Il reprenait ses questions. Cependant, quand il eut ainsi entendu parler de ses frères, il la tutoya. « Ton père ne vous a donc rien laissé ? Moi, je croyais qu'il y avait encore quelques sous. » « Ah, je lui ai assez conseillé, dans mes lettres, de ne pas prendre cette teinturerie. Un brave cœur, mais pas de liard de tête. Et tu es resté avec ces gaillards sur les bras. Tu as dû nourrir ce petit monde. » Sa face bilieuse s'était éclairée. Il n'avait plus les yeux saignants, dont il regardait le bonheur des dames. Brusquement, il s'aperçut qu'il barrait la porte. « Allons, dit-il, entrez, puisque vous êtes venus. Entrez, ça vaudra mieux que de bacchanter devant des bêtises. » Et, après avoir adressé aux étalages d'en face une dernière moue de colère, il livra passage aux enfants. Il pénétra le premier dans la boutique, en appelant sa femme et sa fille. « Élisabeth, Geneviève, arrivez donc, voici du monde pour vous. » Mais Denise et les petits eurent une hésitation devant les ténèbres de la boutique. Aveuglés par le plein jour de la rue, ils battaient des paupières comme au seuil d'un trou inconnu, tâtant le sol du pied,
ayant la peur instinctive de quelque marche traîtresse. Et, rapprochés encore par cette crainte vague, se serrant davantage les uns contre les autres, le gamin toujours dans les jupes de la jeune fille et le grand derrière, ils faisaient leur entrée avec une grâce souriante et inquiète. La clarté matinale découpait la noire silhouette de leurs vêtements de deuil. Un jour oblique dorait leurs cheveux blonds. « Entrez, entrez !» répétait Baudu. En quelques phrases brèves, il mettait au courant madame Baudu et sa fille. La première était une petite femme mangée d'anémie, toute blanche, les cheveux blancs, les yeux blancs, les lèvres blanches. Geneviève, chez qui s'aggravait encore la dégénérescence de sa mère, avait la débilité et la décoloration d'une plante grandie à l'ombre. Pourtant, des cheveux noirs magnifiques, épais et lourds, poussés comme par miracle dans cette chair pauvre, lui donnaient un charme triste. « Entrez !» dirent à leur tour les deux femmes. « Vous êtes les bienvenues !» Et elles firent asseoir Denise derrière un comptoir. Aussitôt, Pépé monta sur les genoux de sa sœur, tandis que Jean, adossé contre une boiserie, se tenait près d'elle. Ils se rassuraient, regardaient la boutique, où leurs yeux s'habituaient à l'obscurité. Maintenant, ils la voyaient, avec son plafond bas et enfumé, ses comptoirs de chêne polis par l'usage, ses casiers séculaires aux fortes ferrures. Des ballots de marchandises sombres montaient jusqu'aux solives. L'odeur des draps et des teintures, une odeur âpre de chimie, semblait décuplée par l'humidité du plancher. Au fond, 2 commis et une demoiselle rangeaient des pièces de flanelle blanche. « Peut-être ce petit monsieur-là prendrait-il volontiers quelque chose ?» dit madame Baudu en souriant à Pépé. « Non, merci, » répondit Denise. « Nous avons bu une tasse de lait dans un café devant la gare. » Et, comme Geneviève regardait le léger paquet qu'elle avait posé par terre, elle ajouta « J'ai laissé notre malle là-bas. » Elle rougissait. Elle comprenait qu'on ne tombait pas de la sorte chez le monde. Déjà, dans le wagon, dès que le train avait quitté Valognes, elle s'était sentie pleine de regrets. Et voilà pourquoi, à l'arrivée, elle avait laissé la malle et fait déjeuner les enfants. « Voyons, » dit tout d'un coup Baudu, « causons peu et causons bien. Je t'ai écrit, c'est vrai, mais il y a 1 an. Et, vois-tu, ma pauvre fille, les affaires n'ont guère marché depuis 1 an. » Il s'arrêta, étranglé par une émotion qu'il ne voulait pas montrer. Madame Baudu et Geneviève, l'air résigné, avaient baissé les yeux. « Oh, continua-t-il, c'est une crise qui passera, je suis bien tranquille. Seulement, j'ai diminué mon personnel. Il n'y a plus ici que 3 personnes. Et le moment n'est guère venu d'en engager une 4e. Enfin, je ne puis te prendre comme je te l'offrais, ma pauvre fille. » Denise l'écoutait, saisie, toute pâle. Il insista en ajoutant « Ça ne vaudrait rien, ni pour toi, ni pour nous. »« C'est bien, mon oncle, » finit-elle par dire péniblement. « Je tâcherai de m'en tirer tout de même. » Les Baudu n'étaient pas de mauvaises gens, mais ils se plaignaient de n'avoir jamais eu de chance. Au temps où leur commerce marchait, ils avaient dû élever 5 garçons, dont 3 étaient morts à 20 ans. Le 4e avait mal tourné. Le 5e venait de partir pour le Mexique, comme capitaine. Il ne leur restait que Geneviève. Cette famille avait coûté gros et Baudu s'était achevé en achetant à Rambouillet, le pays du père de sa femme, une grande baraque de maison. Aussi, toute une aigreur grandissait-elle dans sa loyauté maniaque de vieux commerçant. « On prévient, » reprit-il en se fâchant peu à peu de sa propre dureté. « Tu pouvais m'écrire, je t'aurais répondu de rester là-bas. Quand j'ai appris la mort de ton père, parbleu, je t'ai dit ce qu'on dit d'habitude. Mais tu tombes là,
sans crier gare. C'est très embarrassant. Il haussait la voix. Il se soulageait. Sa femme et sa fille restaient les regards à terre, en personnes soumises qui ne se permettaient jamais d'intervenir. Cependant, tandis que Jean blêmissait, Denise avait serré contre sa poitrine Pépé, terrifiée. Elle laissa tomber de grosses larmes. « C'est bien, mon oncle, » répéta-t-elle. « Nous allons nous en aller. » Du coup, il se contint. Un silence embarrassé régna. Puis, il reprit d'un ton bourru. « Je ne vous mets pas à la porte. Puisque vous êtes entrés maintenant, vous coucherez toujours en haut, ce soir. Nous verrons après. » Alors, Madame Baudu et Geneviève comprirent, sur un regard, qu'elles pouvaient arranger les choses. Tout fut réglé. Il n'y avait point à s'occuper de Jean. Quant à Pépé, il serait à merveille chez Madame Gras, une vieille dame qui habitait un grand rez-de-chaussée, rue des Orties, où elle prenait en pension complète des enfants jeunes, moyennant 40 francs par mois. Denise déclara qu'elle avait de quoi payer le premier mois. Il ne restait donc qu'à la placer elle-même. On lui trouverait bien une place dans le quartier. « Est-ce que Vinçart ne demandait pas une vendeuse ?» dit Geneviève. « Tiens, c'est vrai !» cria Baudu. « Nous irons le voir après déjeuner. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. » Pas un client n'était venu déranger cette explication de famille. La boutique restait noire et vide. Au fond, les deux commis et la demoiselle continuaient leur besogne avec des paroles chuchotées et sifflantes. Pourtant, 3 dames se présentèrent. Denise resta seule un instant. Elle baisa Pépé, le cœur gros, à l'idée de leur prochaine séparation. L'enfant, câlin comme un petit chat, cachait sa tête, sans prononcer une parole. Quand Madame Baudu et Geneviève revinrent, elles le trouvèrent bien sage, et Denise assura qu'il ne faisait jamais plus de bruit. Il restait muet les journées entières, vivant de caresses. Alors, jusqu'au déjeuner, toutes 3 parlèrent des enfants, du ménage, de la vie à Paris et en province, par phrases courtes et vagues, en parentes un peu embarrassées de ne pas se connaître. Jean était allé sur le seuil de la boutique et n'en bougeait plus, intéressé par la vie des trottoirs, souriant aux jolies filles qui passaient. À 10 heures, une bonne parut. D'ordinaire, la table était servie pour Baudu, Geneviève et le premier commis. Il y avait une seconde table à 11 heures pour Madame Baudu, l'autre commis et la demoiselle. « À la soupe !» cria le drapier en se tournant vers sa nièce. Et, comme tous étaient assis déjà dans l'étroite salle à manger, derrière la boutique, il appela le premier commis qui s'attardait. « Colomban !» Le jeune homme s'excusa, ayant voulu finir de ranger les flanelles. C'était un gros garçon de 25 ans, lourd et madré. Sa face honnête, à la grande bouche molle, avait des yeux de ruse. « Que diable, il y a temps pour tout !» disait Baudu, qui, installé carrément, découpait un morceau de veau froid, avec une prudence et une adresse de patron, pesant les minces parts du coup d'œil à 1 gramme près. Il servit tout le monde, coupa même le pain. Denise avait pris Pépé auprès d'elle pour le faire manger proprement. Mais la salle obscure l'inquiétait. Elle la regardait, elle se sentait le cœur serré, elle qui était habituée aux larges pièces, nues et claires, de sa province. Une seule fenêtre ouvrait sur une petite cour intérieure, communiquant avec la rue par l'allée noire de la maison. Et cette cour, trempée, empestée, était comme un fond de puits, où tombait un rond de clarté louche. Les jours d'hiver, on devait allumer le gaz du matin au soir. Lorsque le temps permettait de ne pas allumer, c'était plus triste encore. Il fallut un instant à Denise pour accoutumer ses yeux et distinguer suffisamment les morceaux sur son assiette. « Voilà un gaillard qui a bon appétit », déclara Baudu en constatant que Jean avait achevé son veau. « S'il travaille autant qu'il mange,
ça fera un rude homme. Mais toi, ma fille, tu ne manges pas? Et dis-moi, maintenant qu'on peut causer, pourquoi ne t'es-tu pas mariée à Valogne? Denise lâcha son verre qu'elle portait à sa bouche. Oh, mon oncle, me marier? Vous n'y pensez pas, et les petits? Elle finit par rire, tant l'idée lui semblait baroque. D'ailleurs, est-ce qu'un homme aurait voulu d'elle, sans un sou, pas plus grosse qu'une mauviette, et pas belle encore? Non, non, jamais elle ne se marierait. Elle avait assez de 2 enfants. Tu as tort, répétait l'oncle. Une femme a toujours besoin d'un homme. Si tu avais trouvé un brave garçon, vous ne seriez pas tombés sur le pavé de Paris, toi et tes frères, comme des bohémiens. Il s'interrompit pour partager de nouveau, avec une parcimonie pleine de justice, un plat de pommes de terre au lard que la bonne apportait. Puis, désignant de la cuillère Geneviève et Colomban, « Tiens, reprit-il, ces 2-là seront mariés au printemps, si la saison d'hiver est bonne. » C'était l'habitude patriarcale de la maison. Le fondateur, Aristide Finet, avait donné sa fille Désirée à son premier commis, Hochecorne. Lui, Baudu, débarqué rue de la Michaudière avec 7 francs dans sa poche, avait épousé la fille du père Hochecorne, Élisabeth, et il entendait à son tour céder sa fille Geneviève et la maison à Colomban, dès que les affaires reprendraient. S'il retardait ainsi un mariage décidé depuis 3 ans, c'était par un scrupule, un entêtement de probité. Il avait reçu la maison prospère, il ne voulait point la passer aux mains d'un gendre avec une clientèle moindre et des opérations douteuses. Baudu continua, présenta Colomban, qui était de Rambouillet, comme le père de madame Baudu. Même il existait entre eux un cousinage éloigné. Un gros travailleur, qui, depuis 10 années, trimait dans la boutique, et qui avait gagné ses grades rondement. D'ailleurs, il n'était pas le premier venu. Il avait pour père ce noceur de Colomban, un vétérinaire connu de tout Seine-et-Oise, un artiste dans sa partie, mais tellement porté sur sa bouche qu'il mangeait tout. « Dieu merci, dit le drapier pour conclure. Si le père boit et court la gueuse, le fils a su apprendre ici le prix de l'argent. » Pendant qu'il parlait, Denise examinait Colomban et Geneviève. Ils étaient à table l'un près de l'autre, mais ils y restaient bien tranquilles, sans une rougeur, sans un sourire. Depuis le jour de son entrée, le jeune homme comptait sur ce mariage. Il avait passé par les différentes étapes, petit commis, vendeur appointé, admis enfin aux confidences et aux plaisirs de la famille, le tout patiemment, menant une vie d'horloge, regardant Geneviève comme une affaire excellente et honnête. La certitude de la voir l'empêchait de la désirer. Et la jeune fille, elle aussi, s'était accoutumée à l'aimer, mais avec la gravité de sa nature contenue et d'une passion profonde qu'elle ignorait elle-même dans son existence plate et réglée de tous les jours. « Quand on se plaît, et qu'on le peut, » crut devoir dire Denise en souriant, pour se montrer aimable. « Oui, on finit toujours par là, » déclara Colomban, qui n'avait pas encore lâché une parole, mâchant avec lenteur. Geneviève, après avoir jeté sur lui un long regard, dit à son tour : « Il faut s'entendre, ensuite ça va tout seul. » Leur tendresse avait poussé dans ce rez-de-chaussée du vieux Paris. C'était comme une fleur de cave. Depuis 10 ans, elle ne connaissait que lui, vivait les journées à son côté, derrière les mêmes piles de draps, au fond des ténèbres de la boutique. Et, matin et soir, tous deux se retrouvaient, coude à coude, dans l'étroite salle à manger, d'une fraîcheur de puits. Ils n'auraient pas été plus cachés, plus perdus, en pleine campagne, sous des feuillages. Seul un doute, une crainte jalouse devait faire découvrir à la jeune fille qu'elle s'était donnée à jamais, au milieu de cette ombre complice, par vide de cœur et ennui de tête. Cependant,
Denise avait cru remarquer une inquiétude naissante dans le regard jeté par Geneviève sur Colomban. Aussi répondit-elle d'un air d'obligeance. « Bah, quand on s'aime, on s'entend toujours. » Mais Baudu surveillait la table avec autorité. Il avait distribué des languettes de brie et pour fêter ses parents, il demanda un second dessert, un pot de confiture de groseille, largesse qui parut surprendre Colomban. Pépé, jusque-là très sage, se conduisit mal devant les confitures. Jean, pris d'intérêt pendant la conversation sur le mariage, dévisageait la cousine Geneviève, qu'il trouvait trop molle, trop pâle, et qu'il comparait au fond de lui à un petit lapin blanc avec des oreilles noires et des yeux rouges. « Assez causé, et place aux autres !» conclut le drapier en donnant le signal de se lever de table. « Ce n'est pas une raison, quand on se permet un extra, pour abuser de tout. » Madame Baudu, l'autre commis et la demoiselle vinrent s'attabler à leur tour. Denise, de nouveau, resta seule, assise près de la porte, en attendant que son oncle pût la conduire chez Vinçart. Pépé jouait à ses pieds. Jean avait repris son poste d'observation sur le seuil. Et, pendant près d'une heure, elle s'intéressa aux choses qui se passaient autour d'elle. De loin en loin, entraient des clientes. Une dame parut, puis deux autres. La boutique gardait son odeur de vieux, son demi-jour, où tout l'ancien commerce, bonhomme et simple, semblait pleurer d'abandon. Mais, de l'autre côté de la rue, ce qui la passionnait, c'était le bonheur des dames, dont elle apercevait les vitrines, par la porte ouverte. Le ciel demeurait voilé, une douceur de pluie attiédissait l'air, malgré la saison. Et, dans ce jour blanc, où il y avait comme une poussière diffuse de soleil, le grand magasin s'animait, en pleine vente. Alors, Denise eut la sensation d'une machine, fonctionnant à haute pression, et dont le branle aurait gagné jusqu'aux étalages. Ce n'étaient plus les vitrines froides de la matinée. Maintenant, elles paraissaient comme chauffées et vibrantes de la trépidation intérieure. Du monde les regardait, des femmes arrêtées s'écrasaient devant les glaces, toute une foule brutale de convoitise. Et les étoffes vivaient, dans cette passion du trottoir. Les dentelles avaient un frisson, retombaient et cachaient les profondeurs du magasin, d'un air troublant de mystère. Les pièces de drap elles-mêmes, épaisses et carrées, respiraient, soufflaient une haleine tentatrice, tandis que les paletots se cambraient davantage sur les mannequins qui prenaient une âme, et que le grand manteau de velours se gonflait, souple et tiède, comme sur des épaules de chair, avec les battements de la gorge et le frémissement des reins. Mais la chaleur d'usine dont la maison flambait venait surtout de la vente, de la bousculade des comptoirs qu'on sentait derrière les murs. Il y avait là le ronflement continu de la machine à l'œuvre, un enfournement de clientes entassées devant les rayons, étourdies sous les marchandises, puis jetées à la caisse. Et cela réglé, organisé avec une rigueur mécanique, tout un peuple de femmes passant dans la force et la logique des engrenages. Denise, depuis le matin, subissait la tentation. Ce magasin, si vaste pour elle, où elle voyait entrer en une heure plus de monde qu'il n'en venait chez Cornaille en 6 mois, l'étourdissait et l'attirait. Et il y avait, dans son désir d'y pénétrer, une peur vague qui achevait de la séduire. En même temps, la boutique de son oncle lui causait un sentiment de malaise. C'était un dédain irraisonné, une répugnance instinctive pour ce trou glacial de l'ancien commerce. Toutes ces sensations, son entrée inquiète, l'accueil aigri de ses parents, le déjeuner triste sous un jour de cachot, son attente au milieu de la solitude ensommeillée de cette vieille maison agonisante, se résumaient en une sourde protestation, en une passion de la vie et de la lumière. Et malgré son bon cœur, ses yeux retournaient toujours au bonheur des dames,
comme si la vendeuse en elle avait eu le besoin de se réchauffer au flamboiement de cette grande vente. « En voilà qui ont du monde, au moins !» laissa-t-elle échapper. Mais elle regretta cette parole en apercevant les Baudu près d'elle. Madame Baudu, qui avait achevé de déjeuner, était debout, toute blanche, ses yeux blancs fixés sur le monstre. Et, résignée, elle ne pouvait le voir, le rencontrer ainsi de l'autre côté de la rue, sans qu'un désespoir muet gonflât ses paupières. Quant à Geneviève, elle surveillait avec une inquiétude croissante Colomban, qui, ne se croyant pas guetté, restait en extase, les regards levés sur les vendeuses des confections, dont on apercevait le comptoir, derrière les glaces de l'entresol. Baudu, la bile au visage, se contenta de dire « Tout ce qui reluit n'est pas d'or. Patience !» La famille, évidemment, renfonçait le flot de rancune qui lui montait à la gorge. Une pensée d'amour-propre l'empêchait de se livrer si vite devant ses enfants arrivés du matin. Enfin, le drapier fit un effort, se détourna pour s'arracher au spectacle de la vente d'en face. « Eh bien, reprit-il, voyons chez Vinçart. Les places sont courues, demain il ne serait plus temps peut-être. » Mais, avant de sortir, il donna l'ordre au second commis d'aller à la gare prendre la malle de Denise. De son côté, madame Baudu, à laquelle la jeune fille confiait Pépé, décida qu'elle profiterait d'un moment pour mener le petit rue des Orties chez madame Gras, afin de causer et de s'entendre. Jean promit à sa sœur de ne pas bouger de la boutique. « Nous en avons pour 2 minutes, » expliqua Baudu, pendant qu'il descendait la rue Gaillon avec sa nièce. Vinçart a créé une spécialité de soie où il fait encore des affaires. Oh, il a de la peine comme tout le monde, mais c'est un finaud qui joint les 2 bouts par une avarice de chien. Je crois pourtant qu'il veut se retirer à cause de ses rhumatismes. Le magasin se trouvait rue Neuve des Petits Champs, près du passage Choiseul. Il était propre et clair, d'un luxe tout moderne. Petit, pourtant, et pauvre de marchandises. Baudu et Denise trouvèrent Vinçart en grande conférence avec 2 messieurs. « Ne vous dérangez pas, cria le drapier. Nous ne sommes pas pressés. Nous attendrons. » Et, revenant par discrétion vers la porte, se penchant à l'oreille de la jeune fille, il ajouta « Le maigre est au bonheur, second à la soie, et le gros est un fabricant de lions. » Denise comprit que Vinçart poussait son magasin à Robineau, le commis du bonheur des dames. L'air franc, la mine ouverte, il donnait sa parole d'honneur, avec la facilité d'un homme que les serments ne gênaient pas. Selon lui, sa maison était une affaire d'or, et, dans l'éclat de sa grosse santé, il s'interrompait pour geindre, pour se plaindre de ses sacrées douleurs qui le forçaient à manquer sa fortune. Mais Robineau, nerveux et tourmenté, l'interrompait avec impatience. Il connaissait la crise que les nouveautés traversaient. Il citait une spécialité de soie tuée déjà par le voisinage du bonheur. Vinçart, enflammé, éleva la voix. « Parbleu, la culbute de ce grand serin de Vabre était fatale. Sa femme mangeait tout. Puis nous sommes ici à plus de 500 mètres, tandis que Vabre se trouvait porte à porte avec l'autre. » Alors, Gaujean, le fabricant de soie, intervint. De nouveau, les voix baissèrent. Lui accusait les grands magasins de ruiner la fabrication française. 3 ou 4 lui faisaient la loi, régnaient en maître sur le marché. Et il laissait entendre que la seule façon de les combattre était de favoriser le petit commerce, les spécialités surtout, auxquelles l'avenir appartenait. Aussi offrait-il des crédits très larges à Robineau. « Voyez comme le bonheur s'est conduit à votre égard, » répétait-il. « Aucun compte des services rendus, des machines à exploiter le monde. La situation de premier vous était promise depuis longtemps. Lorsque Boutemont, qui arrivait du dehors et qui n'avait aucun titre, l'a obtenue du coup.
La plaie de cette injustice saignait encore chez Robineau. Pourtant, il hésitait à s'établir. Il expliquait que l'argent ne venait pas de lui. C'était sa femme qui avait hérité de 60 000 francs, et il se montrait plein de scrupules devant cette somme. Il aurait mieux aimé, disait-il, se couper tout de suite les 2 poings que de la compromettre dans de mauvaises affaires. « Non, je ne suis pas décidé, » finit-il par conclure. « Laissez-moi le temps de réfléchir. Nous en recauserons. »« Comme vous voudrez, » dit Vinçart en cachant son désappointement sous un air bonhomme. « Mon intérêt n'est pas de vendre. »« Allez, sans mes douleurs. » Et, revenant au milieu du magasin, « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur Baudu ?» Le drapier, qui écoutait d'une oreille, présenta Denise, conta ce qu'il voulut de son histoire, dit qu'elle avait travaillé 2 ans en province. « Et comme vous cherchez une bonne vendeuse, m'a-t-on appris, » Vinçart affecta un grand désespoir. « Oh, c'est jouer de guignon. Sans doute, j'ai cherché une vendeuse pendant 8 jours, mais je viens d'en arrêter une, il n'y a pas 2 heures. » Un silence régna. Denise semblait consternée. Alors, Robineau, qui la regardait avec intérêt, apitoyé sans doute par sa mine pauvre, se permit un renseignement. « Je sais qu'on a besoin chez nous de quelqu'un, au rayon des confections. » Baudu ne put retenir ce cri de son cœur. « Chez vous ? Ah, non, par exemple !» Puis, il resta embarrassé. Denise était devenue toute rouge. Entrer dans ce grand magasin, jamais elle n'oserait, et l'idée d'y être la comblait d'orgueil. « Pourquoi donc ? » reprit Robineau, surpris. « Ce serait au contraire une chance pour mademoiselle. Je lui conseille de se présenter demain matin à madame Aurélie, la première. Le pis qui puisse lui arriver, c'est de n'être pas accepté. » Le drapier, pour cacher sa révolte intérieure, se jeta dans des phrases vagues. Il connaissait madame Aurélie, ou du moins son mari. L'homme, le caissier, un gros qui avait eu le bras droit coupé par un omnibus. Puis, revenant brusquement à Denise. « D'ailleurs, c'est son affaire. Ce n'est pas la mienne. Elle est bien libre. » Et il sortit, après avoir salué Gaujean et Robineau. Vinçart l'accompagna jusqu'à la porte, en renouvelant l'expression de ses regrets. La jeune fille était demeurée au milieu du magasin, intimidée, désireuse d'obtenir du commis des renseignements plus complets. Mais elle n'osa pas. Elle salua à son tour et dit simplement « Merci, monsieur. » Sur le trottoir, Baudu n'adressa pas la parole à sa nièce. Il marchait vite, il la forçait à courir, comme emporté par ses réflexions. Rue de la Michaudière, il allait rentrer chez lui lorsqu'un boutiquier voisin, debout sur la porte, l'appela d'un signe. Denise s'arrêta pour l'attendre. « Quoi donc, père Bourras ?» demanda le drapier. Bourras était un grand vieillard à tête de prophète, chevelu et barbu, avec des yeux perçants sous de gros sourcils embroussaillés. Il tenait un commerce de cannes et de parapluies, faisait les raccommodages, sculptait même des manches, ce qui lui avait conquis une célébrité d'artiste dans le quartier. Denise donna un coup d'œil aux vitrines de la boutique, où les parapluies et les cannes s'alignaient par files régulières. Mais elle leva les yeux, et la maison surtout l'étonna. Une masure prise entre le bonheur des dames et un grand hôtel Louis XIV, poussé on ne savait comment dans cette fente étroite, au fond de laquelle ses 2 étages bas s'écrasaient. Sans les soutiens de droite et de gauche, elle serait tombée. Les ardoises de sa toiture, tordues et pourries, sa façade de 2 fenêtres couturées de lézardes, coulant en longues taches de rouille sur la boiserie à demi mangée de l'enseigne. « Vous savez qu'il a écrit à mon propriétaire pour acheter la maison ?» dit Bourras en regardant fixement le drapier de ses yeux de flamme. Baudu blêmit davantage et plia les épaules. Il y eut un silence. Les 2 hommes restaient face à face, avec leur air profond.
Il faut s'attendre à tout, murmura-t-il enfin. Alors le vieillard s'emporta, secoua ses cheveux et sa barbe de fleuve. Qu'il achète la maison, il la payera 4 fois sa valeur. Mais je vous jure que, moi vivant, il n'en aura pas une pierre. Mon bail est encore de 12 ans. Nous verrons, nous verrons. C'était une déclaration de guerre. Bourras se tournait vers le bonheur des dames, que ni l'un ni l'autre n'avait nommé. Un instant, Baudu hocha la tête en silence. Puis il traversa la rue pour rentrer chez lui, les jambes cassées, en répétant seulement « Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu !» Denise, qui avait écouté, suivit son oncle. Madame Baudu rentrait aussi avec Pépé, et, tout de suite, elle dit que Madame Gras prendrait l'enfant quand on voudrait. Mais Jean venait de disparaître. Ce fut une inquiétude pour sa sœur. Quand il revint, le visage animé, parlant du boulevard avec passion, elle le regarda d'un air triste qui le fit rougir. On avait apporté leur mal. Ils coucheraient en haut, sous les toits. « À propos, et chez Vinçart ?» demanda Madame Baudu. Le drapier conta sa démarche inutile, puis ajouta qu'on avait indiqué une place à leur nièce, et, le bras tendu vers le bonheur des dames, dans un geste de mépris, il lâcha ces mots. « Tiens, là-dedans. » Toute la famille en demeura blessée. Le soir, la première table était à 5 heures. Denise et les 2 enfants reprirent leur place, avec Baudu, Geneviève et Colomban. Un bec de gaz éclairait la petite salle à manger, où s'étouffait l'odeur de la nourriture. Le repas fut silencieux. Mais, au dessert, Madame Baudu, qui ne pouvait tenir en place, quitta la boutique pour venir s'asseoir derrière sa nièce. Et alors, le flot contenu depuis le matin creva. Tous se soulagèrent, en tapant sur le monstre. « C'est ton affaire, tu es bien libre, » répéta d'abord Baudu. « Nous ne voulons pas t'influencer. Seulement, si tu savais quelle maison... » Par phrases coupées, il conta l'histoire de cet Octave Mouret. Toutes les chances. Un garçon tombé du midi à Paris, avec l'audace aimable d'un aventurier. Et, dès le lendemain, des histoires de femmes, une continuelle exploitation de la femme, le scandale d'un flagrant délit dont le quartier parlait encore, puis la conquête brusque et inexplicable de madame Hédouin, qui lui avait apporté le bonheur des dames. « Cette pauvre Caroline, » interrompit madame Baudu, « elle était un peu ma parente. Ah, si elle avait vécu, les choses tourneraient autrement. Elle ne nous laisserait pas assassiner. Et c'est lui qui l'a tuée. Oui, dans ses constructions. Un matin, en visitant les travaux, elle est tombée dans un trou. 3 jours après, elle mourait. Elle qui n'avait jamais été malade, qui était si bien portante, si belle. Il y a de son sang sous les pierres de la maison. » Au travers des murs, elle désignait le grand magasin de sa main pâle et tremblante. Denise, qui écoutait comme on écoute un conte de fées, eut un léger frisson. La peur qu'il y avait depuis le matin au fond de la tentation exercée sur elle venait peut-être du sang de cette femme qu'elle croyait voir maintenant dans le mortier rouge du sous-sol. « On dirait que ça lui porte bonheur, » ajouta madame Baudu, sans nommer Mouret. Mais le drapier haussait les épaules, dédaigneux de ces fables de nourrice. Il reprit son histoire. Il expliqua la situation commercialement. Le bonheur des dames avait été fondé en 1822 par les frères Deleuze. À la mort de l'aîné, sa fille, Caroline, s'était mariée avec le fils d'un fabricant de toiles, Charles Hédouin. Et, plus tard, étant devenue veuve, elle avait épousé ce Mouret. Elle lui apportait donc la moitié du magasin. 3 mois après le mariage, l'oncle Deleuze décédait à son tour, sans enfant, si bien que, lorsque Caroline avait laissé ses os dans les fondations,
Ce Mouret était resté seul héritier, seul propriétaire du bonheur. Toutes les chances. Un homme à idées, un brouillon dangereux qui bouleversera le quartier, si on le laisse faire, continua Baudu. Je crois que Caroline, un peu romanesque elle aussi, a dû être prise par les projets extravagants du monsieur. Bref, il a décidé à acheter la maison de gauche, puis la maison de droite, et lui-même, quand il a été seul, en a acheté 2 autres, de sorte que le magasin a grandi, toujours grandi, au point qu'il menace de nous manger tous, maintenant. Il s'adressait à Denise, mais il parlait pour lui, remâchant, par un besoin fiévreux de se satisfaire, cette histoire qui le hantait. Dans la famille, il était le bilieux, le violent au poing toujours serré. Madame Baudu n'intervenait plus, immobile sur sa chaise. Geneviève et Colomban, les yeux baissés, ramassaient et mangeaient par distraction des miettes de pain. Il faisait si chaud, si étouffé dans la petite pièce, que Pépé s'était endormi sur la table, et que les yeux de Jean lui-même se fermaient. « Patience, reprit Baudu, saisi d'une soudaine colère. Les faiseurs se casseront les reins. Mouret traverse une crise, je le sais. Il a dû mettre tous ses bénéfices dans ses folies d'agrandissement et de réclame. En outre, pour trouver des capitaux, il s'est avisé de décider la plupart de ses employés à placer leur argent chez lui. Aussi est-il sans un sou maintenant, et si un miracle ne se produit pas, s'il n'arrive pas à tripler sa vente, comme il l'espère, vous verrez quel débâcle. Ah, je ne suis pas méchant, mais ce jour-là, j'illumine. Parole d'honneur. Il poursuivit d'une voix vengeresse. On eût dit que la chute du bonheur des dames devait rétablir la dignité du commerce compromise. Avait-on jamais vu cela? Un magasin de nouveautés où l'on vendait de tout. Un bazar, alors. Aussi le personnel était gentil. Un tas de godelureaux qui manœuvraient comme dans une gare, qui traitaient les marchandises et les clientes comme des paquets, lâchant le patron ou lâché par lui pour un mot, sans affection, sans mœurs, sans art. Et il prit tout d'un coup à témoin Colomban. Certes, lui, Colomban, élevé à la bonne école, savait de quelle façon, lente et sûre, on arrivait aux finesses, aux roueries du métier. L'art n'était pas de vendre beaucoup, mais de vendre cher. Puis, il pouvait dire comment on l'avait traité, comment il était devenu de la famille, soigné lorsqu'il tombait malade, blanchi et raccommodé, surveillé paternellement, aimé, enfin. Bien sûr, répétait Colomban après chaque cri du patron. Tu es le dernier, mon brave, finit par déclarer Baudu attendri. Après toi, on n'en fera plus. Toi seul me console, car si c'est une pareille bousculade qu'on appelle à présent le commerce, je n'y entends rien. J'aime mieux m'en aller. Geneviève, la tête penchée sur une épaule, comme si son épaisse chevelure noire eût pesé trop lourd à son front pâle, examinait le commis souriant. Et, dans son regard, il y avait un soupçon, un désir de voir si Colomban, travaillé d'un remords, ne rougirait pas sous de tels éloges. Mais, en garçon rompu aux comédies du vieux négoce, il gardait sa carrure tranquille, son air bonasse, avec son pli de ruse aux lèvres. Cependant, Baudu criait plus fort, en accusant ce déballage d'en face. Ces sauvages, qui se massacraient entre eux avec leur lutte pour la vie, d'en arriver à détruire la famille. Et il citait leurs voisins de campagne, les Lhomme, la mère, le père, le fils, tous les 3 employés dans la baraque. Des gens sans intérieur, toujours dehors, ne mangeant chez eux que le dimanche. Une vie d'hôtel et de table d'hôte, enfin. Certes, sa salle à manger n'était pas grande, on aurait pu même y souhaiter plus de jours et plus d'air, mais au moins sa vie tenait là, il y avait vécu dans la tendresse des siens. En parlant, ses yeux faisaient le tour de la petite pièce, et un tremblement le prenait,
à l'idée inavouée que les sauvages pourraient un jour, s'il achevait de tuer sa maison, le déloger de ce trou où il avait chaud, entre sa femme et sa fille. Malgré l'assurance qu'il affectait, quand il annonçait la culbute finale, il était plein de terreur au fond. Il sentait bien le quartier envahi, dévoré peu à peu. « Ce n'est pas pour te dégoûter, reprit-il en tâchant d'être calme. Si ton intérêt est d'entrer là-dedans, je serai le premier à te dire « Entre-y !» Je le pense bien, mon oncle, murmura Denise, étourdie, et dont le désir d'être au bonheur des dames grandissait au milieu de toute cette passion. Il avait posé les coudes sur la table. Il la fatiguait de son regard. « Mais, voyons, toi qui es de la partie, dis-moi s'il est raisonnable qu'un simple magasin de nouveautés se mette à vendre de n'importe quoi. Autrefois, quand le commerce était honnête, les nouveautés comprenaient les tissus, pas davantage. Aujourd'hui, elles n'ont plus que l'idée de monter sur le dos des voisins et de tout manger. Voilà ce dont le quartier se plaint, car les petites boutiques commencent à y souffrir terriblement. Se mouraient les ruines. Tiens, Bédoré et sœur, la bonnetterie de la rue Gaillon, a déjà perdu la moitié de sa clientèle. Chez mademoiselle Tatin, la lingère du passage Choiseul, on en est à baisser les prix, à lutter de bon marché. Et l'effet du fléau, de cette peste, se fait sentir jusqu'à la rue Neuve des Petits Champs, où je me suis laissé dire que messieurs Vampouille frères, les fourreurs, ne pouvaient tenir le coup. Hein ? Des calicots qui vendent des fourrures, c'est trop drôle. Une idée du Mouret, encore. Élégant, dit madame Baudu. N'est-ce pas monstrueux ? Il a osé créer un rayon de ganterie. Hier, comme je passais rue Neuve-Saint-Augustin, Quinette se trouvait sur sa porte, l'air si triste que je n'ai pas voulu lui demander si les affaires allaient bien. « Et les parapluies ?» reprit Baudu. « Ça, c'est le comble. Bourras est persuadé que le Mouret a voulu simplement le couler. Car, enfin, à quoi ça rime-t-il, des parapluies avec des étoffes ? Mais Bourras est solide. Il ne se laissera pas égorger. Nous allons rire, un de ces jours. » Il parla d'autres commerçants. Il passa le quartier en revue. Parfois, des aveux lui échappaient. Si Vinçart tâchait de vendre, tous n'avaient plus qu'à faire leur paquet, car Vinçart était comme les rats qui filent des maisons quand elles vont crouler. Puis, aussitôt, il se démentait. Il rêvait une alliance, une entente des petits détaillants pour tenir tête au colosse. Depuis un moment, il hésitait à parler de lui, les mains agitées, la bouche tiraillée par un tic nerveux. Enfin, il se décida. « Moi, jusqu'ici, je n'ai pas trop à me plaindre. Oh, il m'a fait du tort, le gredin. Mais il ne tient encore que les draps de dame, les draps légers, pour robes, et les draps plus forts, pour manteaux. On vient toujours chez moi acheter les articles d'hommes, les velours de chasse, les livrées, sans parler des flanelles et des molletons dont je le défie bien d'avoir un assortiment aussi complet. Seulement, il masticote. Il croit me faire tourner le sang parce qu'il a mis son rayon de draperie là, en face. Tu as vu son étalage, n'est-ce pas ? Toujours, il y plante ses plus belles confections. Au milieu d'un encadrement de pièces de drap, une vraie parade de saltimbanques pour raccrocher les filles. Foi d'honnête homme, je rougirais d'employer de tels moyens. Depuis près de 100 ans, le vieil Elbeuf est connu, et il n'a pas besoin à sa porte de pareils attrape-nigauds. Tant que je vivrai, la boutique restera telle que je l'ai prise, avec ses 4 pièces d'échantillon, à droite et à gauche, pas davantage. » L'émotion gagnait toute la famille. Geneviève se permit de prendre la parole après un silence. « Notre clientèle nous aime, papa. Il faut espérer. Aujourd'hui encore, madame Desforges et madame de Boves sont venues. J'attends madame Marty pour des flanelles. »« Moi, déclara Colomban, j'ai reçu hier une commande de madame Bourdelais. Il est vrai qu'elle m'a parlé d'une cheviote anglaise affichée en face 10 sous meilleur marché,
La même que chez nous, paraît-il. Et dire, murmura madame Baudu de sa voix fatiguée, que nous avons vu cette maison-là grande comme un mouchoir de poche. Parfaitement, ma chère Denise. Lorsque les Deleuze l'ont fondée, elle avait seulement une vitrine sur la rue Neuve Saint-Augustin, un vrai placard, où 2 pièces d'indienne s'étouffaient avec 3 pièces de calicot. On ne pouvait pas se retourner dans la boutique, tant c'était petit. À cette époque, le vieil Elbeuf, qui existait depuis plus de 60 ans, était déjà tel que tu le vois aujourd'hui. Ah, tout cela est changé. Bien changé. Elle secouait la tête. Ses paroles lentes disaient le drame de sa vie. Née au vieil Elbeuf, elle en aimait jusqu'aux pierres humides. Elle ne vivait que pour lui et par lui. Et, autrefois glorieuse de cette maison, la plus forte, la plus richement achalandée du quartier, elle avait eu la continuelle souffrance de voir grandir peu à peu la maison rivale, d'abord dédaignée, puis égale en importance, puis débordante, menaçante. C'était pour elle une plaie toujours ouverte. Elle se mourait du vieil Elbeuf humilié, vivant encore ainsi que lui par la force de l'impulsion, mais sentant bien que l'agonie de la boutique serait la sienne, et qu'elle s'éteindrait le jour où la boutique fermerait. Le silence régna. Baudu battait la retraite du bout des doigts sur la toile cirée. Il éprouvait une lassitude, presque un regret, de s'être ainsi soulagé une fois de plus. Dans cet accablement, toute la famille d'ailleurs, les yeux vagues, continuait à remuer les amertumes de son histoire. Jamais la chance ne leur avait souri. Les enfants étaient élevés, la fortune venait, lorsque brusquement la concurrence apportait la ruine. Et il y avait encore la maison de Rambouillet, cette maison de campagne où le drapier faisait depuis 10 ans le rêve de se retirer. Une occasion, disait-il, une antique bâtisse qu'il devait réparer continuellement, qu'il s'était décidé à louer et dont les locataires ne le payaient point. Ses derniers gains passaient là. Il n'avait eu que ce vice, dans sa probité méticuleuse, obstiné aux vieux usages. « Voyons, déclara-t-il brusquement, il faut laisser la table aux autres. En voilà des paroles inutiles. » Ce fut comme un réveil. Le bec de gaz sifflait dans l'air mort et brûlant de la petite pièce. Tous se levèrent en sursaut, rompant le triste silence. Cependant, Pépé dormait si bien qu'on l'allongea sur des pièces de molleton. Jean, qui bâillait, était déjà retourné à la porte de la rue. « Et pour finir, tu feras ce que tu voudras, » répéta de nouveau Baudu à sa nièce. « Nous te disons les choses, voilà tout. Mais tes affaires sont tes affaires. » Il la pressait du regard. Il attendait une réponse décisive. Denise, que ces histoires avaient passionné davantage pour le bonheur des dames, au lieu de l'en détourner, gardait son air tranquille et doux, d'une volonté têtue de Normande, au fond. Elle se contenta de répondre. « Nous verrons, mon oncle. » Et elle parla de monter se coucher de bonne heure avec les enfants, car ils étaient très fatigués tous les 3. Mais 6 heures sonnaient à peine. Elle voulut bien rester un moment encore dans la boutique. La nuit s'était faite. Elle retrouva la rue noire, trempée d'une pluie fine et drue, qui tombait depuis le coucher du soleil. Ce fut pour elle une surprise. Quelques instants avaient suffi. La chaussée était trouée de flaques, les ruisseaux roulaient des eaux sales. Une boue épaisse, piétinée, poissait les trottoirs. Et, sous l'averse battante, on ne voyait plus que le défilé confus des parapluies, se bousculant, se ballonnant, pareils à de grandes ailes sombres dans les ténèbres. Elle recula d'abord, prise de froid, le cœur serré davantage par la boutique mal éclairée, lugubre à cette heure. Un souffle humide, l'haleine du vieux quartier, venait de la rue. Il semblait que le ruissellement des parapluies coulât jusqu'au comptoir, que le pavé, avec sa boue et ses flaques,
entra, acheva de moisir l'antique rez-de-chaussée, blanc de salpêtre. C'était toute une vision de l'ancien Paris mouillé, dont elle grelottait, avec un étonnement navré de trouver la grande ville si glaciale et si laide. Mais, de l'autre côté de la chaussée, le bonheur des dames allumait les files profondes de ses becs de gaz. Et elle se rapprocha, attirée de nouveau et comme réchauffée à ce foyer d'ardente lumière. La machine ronflait toujours, encore en activité, lâchant sa vapeur dans un dernier grondement, pendant que les vendeurs repliaient les étoffes et que les caissiers comptaient la recette. C'était, à travers les glaces pâlies d'une buée, un pullulement vague de clarté, tout un intérieur confus d'usine. Derrière le rideau de pluie qui tombait, cette apparition, reculée, brouillée, prenait l'apparence d'une chambre de chauffe géante, où l'on voyait passer les ombres noires des chauffeurs sur le feu rouge des chaudières. Les vitrines se noyaient. On ne distinguait plus, en face, que la neige des dentelles, dont les verres dépolis d'une rampe de gaz avivaient le blanc. Et, sur ce fond de chapelle, les confections s'enlevaient en vigueur, le grand manteau de velours, garni de renards argentés, mettait le profil cambré d'une femme sans tête, qui courait par l'averse à quelque fête dans l'inconnu des ténèbres de Paris. Denise, cédant à la séduction, était venue jusqu'à la porte, sans se soucier du rejaillissement des gouttes qui la trempaient. À cette heure de nuit, avec son éclat de fournaise, le bonheur des dames achevait de la prendre tout entière. Dans la grande ville, noire et muette sous la pluie, dans ce Paris qu'elle ignorait, il flambait comme un phare. Il semblait à lui seul la lumière et la vie de la cité. Elle y rêvait son avenir, beaucoup de travail pour élever les enfants, avec d'autres choses encore. Elle ne savait quoi, des choses lointaines dont le désir et la crainte la faisaient trembler. L'idée de cette femme morte dans les fondations lui revint. Elle eut peur. Elle crut voir saigner les clartés. Puis, la blancheur des dentelles l'apaisa. Une espérance lui montait au cœur, toute une certitude de joie, tandis que la poussière d'eau volante lui refroidissait les mains et calmait en elle la fièvre du voyage. « C'est Bourras », dit une voix derrière son dos. Elle se pencha. Elle aperçut Bourras, immobile au bout de la rue, devant la vitrine où elle avait remarqué, le matin, toute une construction ingénieuse, faite avec des parapluies et des cannes. Le grand vieillard s'était glissé dans l'ombre, pour s'emplir les yeux de cet étalage triomphal. Et, la face douloureuse, il ne sentait pas même la pluie qui battait sa tête nue, dont les cheveux blancs ruisselaient. « Il est bête, » fit remarquer la voix. « Il va prendre du mal. » Alors, en se tournant, Denise vit qu'elle avait de nouveau les Baudu derrière elle. Malgré eux, comme Bourras qu'il trouvait bête, ils revenaient toujours là, devant ce spectacle qui leur crevait le cœur. C'était une rage à souffrir. Geneviève, très pâle, avait constaté que Colomban regardait, à l'entresol, les ombres des vendeuses passer sur les glaces. Et, pendant que Baudu étranglait de rancune rentrée, les yeux de madame Baudu s'étaient emplis de larmes, silencieusement. « N'est-ce pas ? Tu t'y présenteras demain ?» finit par demander le drapier, tourmenté d'incertitude, et sentant bien d'ailleurs que sa nièce était conquise comme les autres. Elle hésita, puis avec douceur. « Oui, mon oncle, à moins que cela ne vous fasse trop de peine. »